Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Élise. Élise est professeure de yoga du visage et l'ancienne directrice d'un grand groupe média, et après 20 ans dans le mode de la communication, elle décide de changer de vie. Intéressée depuis toujours par des médecines douces, son projet aujourd'hui est de proposer des méthodes manuelles, naturelles et bienveillantes autour de la beauté et du bien-être. Bonjour Élise. Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour Marion, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir partager autour de mes pratiques de yoga. Et pour me présenter rapidement, donc je suis Élise. J'ai 46 ans aujourd'hui et j'enseigne donc le yoga du visage et le yoga de la femme. Et en parallèle de cette activité, je suis également praticienne bien-être et je masse le visage et le corps avec des méthodes manuelles et traditionnelles. Super. Est-ce que tu as toujours fait ça dans ta vie, Élise ? Alors non, j'ai pas toujours fait ça. Comme tu le disais en introduction, j'ai travaillé pendant 20 ans en fait dans l'univers de la communication et des médias. Et je me suis vraiment éclatée dans cet univers pendant ces 2 décennies, malgré parfois un rythme qui était vraiment speed, on peut dire les choses comme ça, et puis une pression qui était quand même importante et constante, que ce soit de la part de l'entreprise ou de mes clients. Et en fait, pour t'expliquer un peu le cheminement et pourquoi effectivement j'ai complètement bifurqué d'activité, en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Donc, quelques années en amont, évidemment. Ça a commencé par un accident de ski, en fait, tout bêtement, mais qui m'a contrainte en fait à un arrêt de plusieurs mois et puis une bonne année et demie de rééducation derrière. Donc, c'est à ce moment-là en fait que j'ai quand même commencé à réaliser à quel point ma santé était importante. Moi qui n'avais jamais eu de problème jusqu'alors, voilà, j'ai bien compris qu'il fallait quand même un peu davantage s'écouter et notamment ne pas négliger certains signaux en fait que mon corps m'avait quand même un peu envoyé, et notamment un niveau de fatigue qui était quand même relativement important. Et puis, avec cet accident, je vais devoir aussi réfléchir à de nouvelles pratiques sportives, parce qu'avant, je courais pas mal. Et en fait, comme c'était un accident qui a beaucoup abîmé un de mes genoux, évidemment, le running, c'était plus possible. Donc, j'ai dû chercher une pratique plus adaptée et j'ai commencé à pratiquer le yoga, en fait, à ce moment-là. Et puis, j'ai très vite réalisé que, au-delà du physique, que ça faisait quand même travailler, c'était devenu pour moi un vrai sas en fait de décompression dans mon quotidien, et qu'avec ma pratique, j'arrivais quand même à faire baisser mon niveau de stress et que j'arrivais à me recharger quand même. Alors, pas forcément, je repartais pas rechargée pour la semaine, mais en tout cas, ça me faisait vraiment beaucoup de bien sur le moment et c'est devenu rapidement quelque chose d'indispensable. C'est vrai que tu pratiquais le yoga, mais comment est-ce que tu as découvert finalement le yoga du visage ? Alors, le yoga du visage, en fait, je vais le découvrir en 2010, enfin en 2018. Je ne l'ai pas découvert en 2018, mais en 2018, en fait, on va me diagnostiquer un mélanome, donc un cancer de la peau, au stade 2. Et donc là, bon, je t'avoue que c'est quand même un peu le coup de tonnerre dans la vie quand même. J'imagine. Et puis tu passes par différentes phases, évidemment. Déjà, après le fait d'intégrer l'annonce de la maladie, il y a l'opération, il y a un bilan d'extension, on te recherche des métastases, il y a un suivi qui se met en place trimestriel, donc du stress aussi à l'approche de chacun de ces rendez-vous, parce que dès qu'il y a le moindre doute sur une petite tache sur le corps, c'est une nouvelle exérèse, ça repart en analyse, t'attends les résultats avec quand même un peu d'anxiété. Donc voilà, ce moment-là, ça va être un peu compliqué, et puis c'est un moment où je vais du coup beaucoup me renseigner sur la peau, en fait, parce que voilà, un cancer de la peau, tu te penches un peu là-dessus. Et puis je vais un peu entrer dans une démarche, je dirais, de simplification de ma routine beauté, en faisant attention aux produits que je vais utiliser, et je vais sortir progressivement pas mal de choses qui pouvaient contenir des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça, même si en fait en réalité mon mélanome n'avait aucun lien avec des perturbateurs endocriniens, mais forcément quand on t'annonce un truc comme ça, tu commences à faire attention à certaines choses. Ton mélanome était sur le visage ou pas du tout ? Pas du tout sur la cuisse.
Donc, D'accord. donc voilà, mais effectivement, on va me retirer aussi des choses sur le visage après pour analyse. Enfin, et donc, quand tu simplifies ta routine, puis bon, moi j'avais passé 40 ans déjà, hein, donc je me suis dit, ok, je simplifie. En gros, pour schématiser, je me démaquille à l'huile, j'applique de l'aloe vera sur mon visage et un peu d'huile végétale à nouveau, mais voilà, des choses hyper basiques. Et je me suis dit, il faudrait quand même pas non plus que je prenne un coup de vieux, quoi. C'est trop vite, en tout cas. Parce que même si j'étais malade et que c'était plus important mon état de santé, tu restes quand même un peu coquette. Et donc, du coup, je cherche un peu des méthodes voilà, qui sont en adéquation avec ma démarche de simplification de routine beauté. Je découvre le yoga du visage comme ça, en fait. Et je vais commencer à le pratiquer à distance. Je vois des vidéos d'abord sur les plateformes ou sur les réseaux. Et puis, je vais prendre des cours en distanciel, cours en ligne avec Sylvie Lefranc. Donc, du coup, qui est une personnalité référente sur le yoga du visage en France, qui a beaucoup contribué à faire parler de la pratique ces dernières années. Et donc, je vais pratiquer avec elle de manière ponctuelle au début, puis un petit peu plus régulière. Et puis, je vais prendre la décision finalement de la rejoindre pour une formation sur Paris et voilà, de me former à la pratique. D'abord en me disant que ça me fera pas de mal et qu'à titre perso, voilà, je serai encore plus efficace. Et puis finalement, j'ai commencé à avoir envie de partager voilà, ce que j'avais appris lors de cette formation et ça a commencé comme ça. Voilà. Et alors du coup, quand tu pratiques du yoga du visage, tu fais quoi? Tu muscles ton visage, tu le détends, comment est-ce que ça s'adapte à tous les visages finalement? Est-ce que tu peux commencer à n'importe quel âge? Et est-ce qu'il existe plusieurs yogas du visage finalement? Je t'ai posé plein de questions en même temps. Je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, qu'est-ce que le yoga du visage d'abord? Le yoga du visage, en fait, c'est une pratique qui, comme tu le disais, va mêler des exercices, soit de tonification, soit de détente. Des muscles du visage. Alors, il faut savoir qu'on en a énormément, en fait, des muscles sur le visage. Hein. C'est une petite zone, mais on a plus d'une cinquantaine de muscles qu'on connaît très mal. Hein. La plupart du temps, les gens connaissent les zygomatiques, mais enfin, pour le reste... Excuse-moi, j'ai un exemple. J'entends beaucoup dans mon entourage des gens qui ont la mâchoire bloquée par le stress, qui n'arrivent pas à ouvrir la mâchoire, etc. Est-ce que c'est des choses que le yoga du visage peut aider à débloquer? Alors, complètement, puisque le problème que tu évoques, là, c'est le problème du bruxisme, et donc du coup, c'est une hypertonicité en fait des muscles de la mastication, donc les masséters, qui sont des muscles très puissants, hein, c'est des muscles vraiment les plus puissants hein, que tu vas trouver sur le visage. Et évidemment, on va essayer de travailler sur de la détente en fait du masséter quand on rencontre ce genre de problème-là, de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va effectivement travailler avec certains exercices vraiment de la détente, mais on va amener aussi par la relaxation le fait de pouvoir rentrer dans un état un peu moins crispé. On va travailler beaucoup sur la respiration aussi. Hein. Les exercices sont coordonnés avec la respiration. Et puis, on va travailler avec deux autres outils qui sont fabuleux en yoga du visage, c'est-à-dire les automassages. Donc là, tu vas vraiment pouvoir venir aussi soulager les sensations de douleur que tu peux avoir à ce niveau-là, et de l'acupression. Donc l'acupression, c'est de la stimulation avec les doigts de certains points des méridiens ou de zones réflexes que tu as sur le visage. Venir là aussi travailler de manière spécifique sur ce muscle-là. Et il y a plein de choses que tu peux faire avec ou sans outils, puisque c'est vrai que tu peux travailler avec tes mains en yoga du visage, mais tu peux aussi travailler avec des outils qui sont issus généralement de la médecine traditionnelle chinoise, donc ce qu'on appelle les gua sha, avec différentes formes, ou des rollers, ou des choses comme ça. Et ces gua sha, souvent, sont en pierres semi-précieuses, et tu peux travailler pour la détente musculaire avec des pierres qui ont été légèrement chauffées, et donc la chaleur va favoriser la relaxation en fait et la détente musculaire. D'accord, bah super, super à savoir. Est-ce que ça s'apparente, par exemple, juste pour essayer de visualiser, à des pratiques d'ostéo quand ils viennent te masser les masséters pour essayer de détendre, ou est-ce que tu peux le faire facilement à la maison? Alors en fait, oui, il y a certaines pratiques d'automassage qui vont ressembler un petit peu à ça, et notamment puisque les masséters, c'est quand même un muscle de la mastication et qu'il est localisé entre les tempes et donc la mâchoire, il est quand même accessible
de l'extérieur, donc sur la peau, mais il est également accessible depuis l'intérieur de la bouche. Et donc, du coup, il y a certains gestes d'automassage, effectivement, qui vont se pratiquer en intrabuccal et qui peuvent un petit peu ressembler à des choses que tu vas faire chez l'ostéo, oui, en effet. Évidemment pas avec la même efficacité peut-être, parce qu'on va pas aller débloquer des mâchoires. L'ostéo, il a vraiment, je dirais, sa méthode bien à lui, mais en tout cas là, ce sont des gestuelles d'automassage qui sont déjà apaisantes et qui vont vraiment chercher à détendre. Et puis sur le bruxisme, il y a après aussi d'autres choses qui sont de l'ordre du yoga du visage. Ce sont des techniques de positionnement de la langue aussi, qui vont permettre de décompresser un peu la mâchoire. Super, ben, merci beaucoup. Et donc du coup, on peut pratiquer le yoga du visage à n'importe quel âge. Oui, il n'y a pas de restrictions particulières. Après, peut-être pas sur un enfant de 8 ans non plus. Hein. C'est sûr qu'il faut quand même, pour tout ce qui est gestuelle d'automassage, de tonification, de relaxation, voilà, je dirais qu'à partir de l'adolescence, tu peux commencer si tu as envie et que c'est quelque chose qui te fait du bien parce qu'effectivement, tu sens que tu as certaines tensions dans le visage. Tu peux tout à fait commencer tranquillement, même si tu n'as pas d'objectif, je dirais, esthétique derrière, à venir apaiser certaines tensions de ton visage. Oui, c'est possible. Et du coup, quand on n'arrive vraiment pas à prendre le temps pour soi, pour faire du sport, faire du Mmh. yoga, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut pratiquer seul chez soi, au travail, dans sa salle de bain, ou est-ce qu'on a besoin d'accessoires ou d'une formation pour pratiquer? Alors, c'est une pratique qui est facile à caser, je dirais, quand même dans un emploi du temps un peu surchargé, parce que c'est une pratique qui doit se faire de manière quotidienne pour pouvoir obtenir des résultats. Et en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je préfère, quand j'en parle avec mes élèves, partir sur des routines qui sont plutôt courtes, hein, 5 à 10 minutes grand maximum par jour, pour pouvoir justement l'intégrer facilement dans ta journée et faire en sorte que tu puisses la pratiquer suffisamment régulièrement pour atteindre les objectifs. C'est évidemment quelque chose que tu peux faire seul chez toi, que tu peux faire avec ou sans accessoires, comme je le disais. Donc, en réalité, tes mains peuvent déjà être amplement suffisantes. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tonnes d'accessoires pour pratiquer le yoga du visage. En revanche, comme tu le disais, c'est quelque chose que tu peux faire seul chez toi, mais je recommanderais, moi, quand même, même si tu ne fais pas forcément une formation spécifique, de prendre quand même au moins au démarrage un rendez-vous avec une personne qui a été formée à ce sujet-là, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, chaque visage est particulier. On n'a pas toutes le même type de peau, on n'a pas forcément besoin de décontracter ou de tonifier les mêmes zones. Et donc, il faut quand même que tu comprennes bien quels sont les exercices qui sont bons pour ton visage avant de commencer à pratiquer. Parce que si tu répètes chaque jour des exercices qui sont pas bons pour toi, bon, c'est pas super. Voilà. Donc, moi, ma recommandation serait plutôt ça. C'est-à-dire que prendre quand même peut-être un rendez-vous pour définir avec quelqu'un qui connaît le yoga du visage une routine qui est adaptée à ta problématique. Et est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, une fois qu'on a les bases, on va dire? Oui, après, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de contre-indication. Tu peux très bien faire ça le matin, notamment parce que le matin, il y a certaines personnes qui vont se réveiller parfois avec un visage un peu gonflé, qui vont avoir besoin de refaire un petit peu circuler pour voilà, décongestionner. Donc, il y a certains exercices que tu peux complètement faire le matin. Et à contrario, pour tout ce qui va être soulagement de tension, c'est plutôt le soir, je dirais, que tu vas faire ces exercices-là, puisque tu vas venir vraiment soulager des tensions de la journée et au contraire préparer ton visage voilà, à passer la meilleure des nuits et pouvoir te réveiller le lendemain matin avec le visage le plus reposé possible. Super. On m'avait dit quand quand j'attendais ma fille, donc pendant ma grossesse, Oui, que les masséters justement étaient liés au périnée, à la détente du périnée. Et du coup, je me pose la ouais. question, est-ce que il y a d'autres liens comme ça qui existent entre la détente du visage et la détente de tout son corps? Alors, en fait, d'une manière générale, quand tu détends le visage, effectivement, tu le ressens
quasiment dans tout ton corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le pratiquer le soir quand tu es un peu d'un tempérament un peu nerveux, un peu stressé. Parce qu'en réalité, en travaillant sur le visage, alors là, c'est la dimension plus yoga, énergétique, etc. Tu as, comme on le disait, des méridiens qui passent. Donc, quand même beaucoup de points énergétiques sur lesquels tu vas venir travailler. Et le yoga du visage, si je parle yoga et chakra, on va venir travailler avec les exercices de yoga du visage sur quand même 3 zones qui concentrent le chakra de la gorge, donc le chakra Vishuddha, le 3e œil, Ajna, et puis le chakra coronal, Sahasrara. Donc, en réalité, quand tu travailles en yoga du visage, il y a quand même un vrai effet de relaxation globale. Et puis, quand tu te masses le visage, le visage, il est très riche aussi en terminaisons nerveuses. Donc, ça a un effet apaisant assez rapide, parce qu'en réalité, le trajet entre la terminaison nerveuse et ton cerveau, il est particulièrement court sur le visage. Donc, ça a un effet quand même très relaxant, très rapidement. Et ça se ressent effectivement en effet sur l'ensemble du corps. Super. Et quand on a ces règles, justement, parfois on a l'impression d'avoir le visage gonflé, d'avoir des poches sous les yeux, d'avoir le visage tiré, parce qu'on a peut-être de la douleur aussi. Est-ce que le visage, alors j'imagine que oui par rapport à ce que tu viens de me dire, mais est-ce que le cycle menstruel impacte les marques qu'on peut avoir sur le visage et est-ce qu'il existe des pratiques qui sont adaptées à chaque phase du cycle? Alors en fait, oui, ton visage, c'est sûr qu'il il va évoluer en fonction de la phase du cycle dans laquelle tu te trouves. Je dirais qu'effectivement, pour toutes les problématiques de visage un peu gonflé qui peuvent arriver au moment des règles ou au moment du syndrome prémenstruel, hein, il y a quand même pas mal de femmes qui ont des sensations vraiment de corps, même dans l'ensemble, hein, que ce soit des tensions mammaires, des jambes qui gonflent, y compris le visage. Oui, tu vas pouvoir adapter ta pratique. Et je dirais que dans ces moments-là, tu vas avoir des gestuels d'automassage qui vont vraiment venir travailler tout ce qui va être drainage lymphatique sur le visage. Donc ça, tu peux vraiment venir le faire de manière quotidienne, je dirais à ce moment-là. Tu peux même le faire matin et soir, hein, une gestuelle de drainage lymphatique. Il n'y a pas de problème à la faire 2 fois par jour sur ton visage. Donc oui, tu adaptes complètement. Il y a certaines autres phases du cycle où tu auras la peau qui sera peut-être un petit peu plus sensible ou qui va tirer davantage. Donc là aussi, tu auras peut-être des gestes en automassage plus doux, où tu vas éviter de trop tirer sur ta peau. Donc après, je dirais que c'est aussi en fonction de chaque type de peau que tu vas adapter ta pratique, parce qu'en réalité, il y a des peaux qui vont être très hormonodépendantes. Et puis d'autres qui vont pas être trop impactés, je dirais, par ces fluctuations hormonales. Donc bon, ça là-dessus, c'est un peu injuste. Hein, parfois, on n'est pas toutes égales malheureusement avec tout ça. Mais effectivement, voilà, selon les phases, on a des peaux qui sont plus ou moins jolies. Hein. J'imagine que pendant la grossesse, c'est la même chose, mais du coup, tu parlais des variations hormonales. C'est vrai que les hommes, eux, sont plutôt sur on va dire, une ligne, très très, très droite, alors que nous, on vit, des vagues hormonales tous les mois. Du coup, est-ce qu'il y a un yoga spécifique pour la femme? Alors oui, donc c'est le second yoga que que j'enseigne. En effet, oui, c'est un yoga qui va venir travailler en fonction des phases du cycle menstruel et qui va composer aussi avec ton niveau d'énergie, puisqu'on n'est pas forcément toujours dans le même niveau d'énergie, hein, selon les cycles. Là aussi, il y a des femmes qui vont vivre leur cycle de manière je dirais presque indolore. Alors, c'est pas une question de douleur, mais je veux dire, qui vont pas forcément beaucoup ressentir de variations au cours du mois. Et il y en a d'autres qui vont être vraiment sur un principe de montagne russe et qui vont vivre des syndromes prémenstruels un peu intenses, avec beaucoup d'émotivité, de sensibilité exacerbée, de choses comme ça. Et en fait, le yoga de la femme, c'est un yoga qui va prendre en considération ces différentes phases et qui va un peu ajuster la pratique. On va avoir, selon les semaines, des pratiques qui vont être plus dynamiques et puis au contraire d'autres qui vont être davantage dans l'intériorité, le repos, des choses qui vont être plus ressourçantes. Donc c'est vraiment un travail aussi qui est fait de manière prononcée sur la zone du bassin. Il y a une vraie volonté de se connecter aussi aux sensations, hein, dans toute la zone, de se reconnecter
symboliquement aussi à ses ovaires, à son utérus, qui sont des organes qui sont présents dans notre corps, mais avec lesquels on ne se connecte pas forcément. On a plutôt tendance à souvent se dire ah voilà, les règles arrivent, on ne vit pas forcément toujours de manière hyper positive, et en réalité ça fait partie de nos vies de femmes, hein. Enfin, je veux dire, avec l'âge moyen d'arrivée des règles et l'âge moyen de la ménopause, une femme qui a des cycles réguliers, elle va vivre à peu près 450 fois ses règles au cours d'une vie. Donc, c'est important aussi de savoir écouter ce qui se passe dans son corps en fonction des semaines. Et puis de savoir reconnaître que oui, il y a certaines semaines où on est un peu moins énergique et on a besoin davantage de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Et cette pratique-là, du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était que justement, elle prenait vraiment en considération ces changements dans nos vies au fur et à mesure de notre cycle, et que la pratique s'adaptait à nous, et c'était pas l'inverse. Super. Mais alors du coup, donc là c'est vrai que tu dis que le yoga du visage en tout cas peut aider et est différent en fonction de sa période et de son cycle féminin menstruel. Et du coup, est-ce que tu peux le conseiller aussi à des femmes qui connaissent des problèmes de fertilité et quels vont être les bienfaits? En fait, oui, parce que le yoga de la femme, du coup, pour faire un petit focus là-dessus, c'est une pratique en fait qui va mêler différents courants de yoga. Il y a des postures qui sont issues du hatha yoga, donc forme plutôt traditionnelle du yoga. Il va y avoir du yin yoga, donc là où on n'est pas vraiment dans de l'engagement musculaire, mais vraiment plutôt sur un travail des tissus, des ligaments, et beaucoup de travail au sol. Et puis, il y a du yoga des hormones. Et le yoga des hormones, comme son nom l'indique, va venir travailler sur tout le système endocrinien et va avoir pour objectif de rebooster certaines glandes endocrines, de relancer la production hormonale, de vraiment travailler, faire un travail de fond en fait sur l'équilibre hormonal des femmes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'impact du système endocrinien sur la partie hormonale et sur la Sur le fertilité? corps. Exactement. Alors, en fait, le système endocrinien, l'impact, je dirais qu'il est majeur, et que malheureusement, il est mal connu, en fait, hein, souvent de tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, à part si tu travailles dans le milieu médical, voilà, et que tu es un petit peu au fait de tout ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, le système endocrinien, parce qu'en fait, tout est connecté, en fait, dans le corps. Il y a différentes glandes qui vont intervenir. Donc, tout part quand même un peu, je dirais, de la tête. On a donc deux glandes qui sont l'hypophyse et l'hypothalamus, qui communiquent en fait en permanence avec d'autres glandes endocrines, donc qui vont communiquer avec la thyroïde, qui vont communiquer avec les surrénales, pour les femmes qui vont communiquer avec les ovaires, et tout ça fonctionne vraiment face à ce système-là. Tout échange en permanence en fait. Et ça fonctionne par axe. Il y a 3 axes qui sont concernés dans le système endocrinien. Donc, le premier, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire-thyroïdien, qui va intervenir sur plein de choses dans le corps, hein, avec donc les hormones thyroïdiennes. Ça va agir sur le poids, ça va agir sur la régulation de la température dans le corps, sur ton niveau de calcium, sur ton rythme cardiaque, sur ton système nerveux, sur ton système reproducteur évidemment. Tu as le second axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien qui du coup lui agit via les hormones qu'on connaît, qui sont le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones qu'on sécrète en réaction au stress. Et ça va agir sur la digestion, sur tes réserves énergétiques, sur ton humeur aussi, la manière dont tu gères les émotions, sur ton système immunitaire, sur les réactions anti-inflammatoires notamment. Donc, c'est aussi très important, voilà, hein, cet axe surrénalien. Je vais reparler du stress après, je vais faire un petit focus là-dessus. Et ensuite, le dernier axe, on a donc l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, qui va lui agir via des hormones comme la FSH et l'hormone lutéinisante, et puis les hormones sexuelles, donc les œstrogènes et la progestérone, et qui vont intervenir sur le développement de l'appareil reproducteur, sur la santé de nos tissus, hein, la qualité de la peau aussi, elle est très liée au niveau d'œstrogènes,
la qualité de nos os, etc. Et c'est sur cet axe-là que vont agir les pilules contraceptives ou les traitements hormonaux de substitution, par exemple. Et du coup, c'est hyper complexe, ce système endocrinien, parce que c'est un peu comme, je sais pas, moi, je dis souvent, ça ressemble un peu, pour moi, c'est l'image que j'en ai, un peu comme une petite table de mixage, c'est-à-dire que dès que tu fais bouger un curseur, non, mais ça a une incidence sur tout le reste, en réalité. On le voit dans ce qu'on mange, hein. Si tu veux, moi, quand j'ai fait mon bilan d'infertilité, Oui. on s'est rendu compte que j'avais un taux de perturbateurs endocriniens qui était monstrueux et Mmh. que ça influait justement sur ma Bah, bien fertilité. sûr. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lié au tampon, à l'utilisation excessive de tampons, qui venait perturber totalement tout mon système. Et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là que, en tout cas pour ma part, j'ai découvert le buzzword que j'entendais un peu partout, quels étaient les impacts. Donc, c'est intéressant de savoir que via le yoga, on peut faire un peu basculer la balance quand même. Bah, on peut la faire basculer parce que du coup, là, c'est un yoga, le yoga des hormones, qui est vraiment très spécifique et qui va venir travailler donc du coup sur les glandes endocrines. Mais je dirais que le yoga, d'une manière générale, et toutes les activités qui vont permettre de faire baisser ton niveau de stress, déjà, de toute façon, seront bénéfiques pour ton système endocrinien. Parce que quand tu es très stressé et que tu as un taux de cortisol qui est élevé dans ton corps, ça a des répercussions en réalité en cascade. Et on connecte pas forcément en fait le problème qu'on rencontre dans son corps au fait qu'en fait on soit stressé. Alors le stress, ça peut être un stress intense, mais ça peut être un stress un peu insidieux aussi, hein, une espèce de truc qui fait que tu es tout le temps sous pression, tout le temps speed, etc. Et du coup, tu peux déclencher avec un taux de cortisol élevé des dérèglements de la thyroïde, tu peux avoir des interactions qui vont se faire avec tes taux de progestérone, tu peux avoir des cycles irréguliers, tu peux avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir de l'impact sur ta sécrétion d'insuline. Donc, c'est hyper important déjà, quand effectivement on a des déséquilibres hormonaux, d'avoir un vrai travail de fond sur le niveau de stress. Ça, c'est hyper important. Et effectivement, comme tu dis, c'est souligner aussi le rôle des perturbateurs endocriniens auxquels on est malheureusement fortement exposé. Et moi, effectivement, quand j'ai commencé à creuser le sujet, là tu parlais des tampons et voilà, c'est hyper important d'être informé là-dessus. Les cosmétiques aussi, c'est un truc Ouais. de dingue. Et les filles, malheureusement, nous, on a tendance à beaucoup consommer de cosmétos, quoi. Non, non, mais c'est vrai. Après, les vernis, c'est plein de perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, on a de la chance quand même qu'il y ait des marques qui voilà, travaillent à proposer des alternatives voilà, qui soient pas perturbatrices comme ça de l'équilibre hormonal. Et c'est vrai que voilà, ça a vraiment des vraies répercussions en réalité, hein, ce stress ou ces perturbateurs endocriniens. Écoute, Élise, si je résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, donc je vais mettre à la pratique du yoga visage parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est assez facile. Il te faut quelques séances, mais tu peux le pratiquer finalement dans ton quotidien, au travail, dans la salle de bain. Tu peux vite l'intégrer dans ta routine. Et ça, c'est super intéressant. Et effectivement, tu disais que le yoga du visage, en tout cas, pouvait avoir des répercussions sur son bien-aller, son bien-être, sa forme physique aussi. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous disais aussi, c'est que le yoga, et le yoga notamment peut être adapté à la femme. Il existe un yoga de la femme qui peut être adapté finalement à tous les cycles, et à toutes les étapes de la vie d'une femme. Donc, pendant les règles, pendant la grossesse, pendant le postpartum, la préménopause, et cetera et la ménopause et qu'on pouvait avoir des impacts et notamment un impact très fort sur la gestion du stress et les perturbateurs endocriniens. Alors oui, le yoga de la femme et par le yoga des hormones, il va permettre de travailler sur l'équilibre hormonal. Après, le travail sur les perturbateurs endocriniens, ça c'est encore autre chose que chaque femme doit entre guillemets entreprendre à côté. Mais oui, en effet, sinon c'est un yoga qui vraiment s'adresse à toutes les femmes. Je fais juste une petite aparté sur la femme enceinte. C'est pas forcément le yoga le plus adapté pour la femme enceinte parce que dans le yoga de la femme et dans le yoga des hormones, pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne, on va venir travailler soit en compression ou en extension de certaines glandes endocrines et on va venir ajouter deux techniques spécifiques qui sont une respiration dynamique et une technique de circulation de l'énergie. Et cette respiration dynamique, elle est quand même assez intense et du coup, elle ne convient pas
aux femmes qui sont enceintes. Donc après, tu peux tout à fait quand même faire l'exercice en mettant en place une respiration lente et profonde. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour une femme enceinte, ce sera plutôt intéressant de faire un yoga qui soit vraiment adapté. Voilà, du prénatal sera probablement plus adapté à son état physique et puis aussi à ce qu'elle recherche en accompagnement de grossesse. Et je fais juste un petit point aussi par rapport à ce que tu disais, préménopause, ménopause, etc. Le yoga des hormones, à la base, il a vraiment été conçu pour répondre à ces problématiques-là. Donc c'est vraiment hyper adapté pour toutes les femmes qui vont traverser, voilà, qui arrivent dans cette période de préménopause et de ménopause. Je fais juste une petite aparté aussi sur quand même tout ce qui est pathologie hormonodépendante, parce que du coup, c'est vrai que comme on vient travailler le système endocrinien, qu'on vient booster quand même la production de certaines hormones, le yoga de la femme, il a aussi été créé pour ça, c'est-à-dire que le yoga des hormones, à proprement parler, c'est une série en fait que tu dois faire quotidiennement. Ce sont toujours les mêmes exercices et c'est vrai que c'est quand même assez intense. Et en réalité, il y a des contre-indications, notamment de cancer hormonodépendant. C'est pas conseillé de faire du yoga des hormones. Et donc Tatiana, elle, qui a créé le yoga de la femme, a justement envisagé de mêler du yoga des hormones à du hatha yoga et du yin yoga pour avoir une pratique qui vienne quand même stimuler le système endocrinien, mais plus en douceur, et qui permettait du coup d'accueillir dans un cours de yoga de la femme des femmes qui étaient passées par des épisodes effectivement de cancer hormonodépendant. Et, et ça, je trouve que c'était super intéressant parce que, comme elle disait, bah oui, on traverse des épisodes qui sont difficiles, on a besoin de faire baisser son niveau de stress et on a besoin surtout de reprendre soin de soi, de se réconcilier aussi parfois avec son image quand on a subi une mastectomie, qu'on a perdu ses cheveux, ou voilà, enfin, il y a quand même des épisodes qui sont pas faciles à vivre. Et le yoga du visage a été intégré dans le yoga de la femme également, notamment pour travailler sur tous ces sujets d'estime de soi. Voilà. Donc, dans le yoga de la femme, vous pouvez pratiquer également le yoga du visage. Super. Eh ben, écoute, merci mille fois, Élise, pour tous tes conseils, cette découverte du yoga de visage et du yoga de la femme. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je découvre par tes mots. Et merci beaucoup. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou à vous rendre directement sur le site de peaunu.com pour découvrir l'ensemble des prestations d'Élise, qui a déjà fait un atelier avec nous et qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et bien, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt. Merci Élise. Merci Marion.